Donc, ce qui est important, bah, c'est toujours bon, ce schéma que vous connaissez maintenant, puisque vous êtes des adeptes d'Inspire. Et je vous remercie de votre fidélité et je suis ravie de vous retrouver en cette période de septembre. Vous imaginez, la dernière fois, j'ai fait un atelier, ça faisait 7 mois que je n'avais pas annulé en face à face. L'année 2020, on l'a juste pas vu passer, quoi. C'est une année. Ah, on vit l'histoire, hein. On vit l'histoire, on est dans l'histoire, on sera dans les livres d'histoire. C'est la bonne nouvelle. Donc, d'être vraiment aligné sur son être pour faire et pas l'inverse. Parce que sinon, c'est là où on tombe dans le stress. Et on a du mal, parce que décider, c'est avoir l'esprit clair. Prendre les bonnes décisions d'abord, c'est avoir l'esprit clair. Si vous prenez un verre d'eau et qu'il est mélangé avec des particules et tout, l'eau n'est pas claire. Donc, c'est poser le mental pour vraiment avoir l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions et pas dans la précipitation. Pour des petites choses comme pour des grandes choses, par exemple, si vous avez un mail un petit peu difficile à écrire, écrivez-le, laissez la nuit dormir et relisez le lendemain pour être sûr que vous voulez l'envoyer. Donc, la nuit porte vraiment conseil parce que la nuit, le cerveau, il pose tout et il a du discernement, il clarifie les choses. Prendre des bonnes décisions, c'est avoir du discernement. C'est avoir la capacité à analyser les différents paramètres dans la complexité de la décision. La complexité, ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres. Donc, il faut avoir une vision vraiment. Et on va voir que le cerveau joue un grand rôle, mais le corps aussi. Et donc, je vous rappelle comment notre cerveau fonctionne, hein. On a le reptilien qui est vraiment le cerveau de survie. Donc, c'est toutes les réactions de survie, hein. Mais le rôle de notre cerveau, c'est de nous aider à rester en vie. Donc, les réactions de peur, de fuite, de plaisir sont complètement instinctives. Le limbique, lui, c'est le cerveau émotionnel. Donc, quand on parle de gérer les émotions, en fait, on ne peut pas gérer les émotions parce qu'elles sont automatiques. Par contre, on peut gérer l'expression de l'émotion. Et lui, le néocortex, c'est lui qui va permettre la créativité, c'est notre intelligence humaine et la prise de décision complexe. Sauf que ce cerveau, il consomme 80% de notre énergie. Donc, il se met en mode automatique. Tant qu'il peut se mettre en automatique, il se met en automatique. Donc 99% de notre réflexion, de nos réactions, de nos décisions sont en mode automatique. C'est ce 1% de prise de conscience et de prise de décision consciente qu'il faut savoir utiliser dans des contextes spécifiques. Donc, comprendre qu'on a deux systèmes de décision, hein, deux systèmes mentaux. En fait, on a le système 1 qui est le cerveau automatique qui fonctionne à 99% du temps. Et puis le cerveau préfrontal, le cerveau conscient. On est en conscience d'une réflexion, en conscience d'une action, où là, c'est vraiment que 1% de l'activité de notre cerveau. Donc déjà, prendre conscience de ça. Souvent, on se dit, zut, j'aurais dû y réfléchir, zut, j'aurais dû faire comme ça. C'est qu'on n'a pas pris le recul nécessaire pour prendre la bonne décision. Inutile de s'en vouloir, parce que quelque part, bah, tout est bien. Si vous avez pris telle ou telle décision, c'est que c'était bien et que à tout malheur, quelque chose est bon. Donc, déjà, prendre conscience de la façon dont notre cerveau fonctionne. Nos Et émotions, oui. il se trouve où, du coup, ce 1%? Dans Bah, quelle dans le partie? préfrontal, donc c'est toute la partie frontale de notre cerveau avec différentes zones de capture d'informations qu'on va voir un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle la conscience. Alors, ça c'est un grand débat et j'aimerais bien faire un webinaire là-dessus où se trouve la conscience. Oui. De plus en plus, bah, grâce à la physique quantique aussi et puis toutes les nouvelles connaissances des neurosciences, la vraie question c'est où se trouve la conscience. Et la conscience ne se trouverait pas dans notre cerveau. Donc, où se trouve-t-elle? Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vers là où j'aimerais me développer, c'est-à-dire de vraiment,
pour moi, le cerveau, enfin, j'ai fait 4 ans de neurosciences parce que j'avais besoin de comprendre comment mon cerveau fonctionnait, comment travailler à plusieurs cerveaux, quoi, d'être vraiment comprendre ces process neuronaux. Et puis en fait, c'est vraiment de comprendre que le cerveau, il, euh, il- il traite des informations qu'on capte par le corps pour permettre à prendre des décisions par le corps. Donc le corps est un récepteur d'informations et un émetteur d'informations. D'où la conférence que je vais co-animer là avec Guillaume, qui est euh, neurosciences, corps et cerveau. Après, on sait qu'il y a des neurones partout dans le corps, donc il y en a dans le ventre. C'est pas le deuxième cerveau, le ventre, c'est le premier cerveau, parce que notre cerveau a d'abord été alimentaire. Et en fait, quand on est passé en posture debout dans notre évolution, bah, c'est là où le cerveau s'est développé en fait. Et puis on sait qu'on a des neurones dans le cœur et on a des neurones, on a des neurones partout en fait. Sauf que le cerveau, c'est vraiment la tour de contrôle. Mais le cerveau, lui, il va recevoir des informations et il va prendre des décisions. Donc pour moi, c'est un centre de traitement d'informations pour émettre des décisions. Mais après, il y a autre chose qui nous pilote, qui est effectivement notre conscience. Et je me suis beaucoup intéressée à la physique de la conscience, Philippe Guimand. Je vous invite à aller voir ces vidéos, c'est vraiment très intéressant. Mais aussi Stanislas Dehaene, donc, qui est un neuroscientifique qui a travaillé sur justement où se trouve la conscience. Hein, est-ce que la conscience se trouve dans notre cerveau? Donc ça, je pense qu'on vit une période fantastique parce que bah, on prend conscience que notre conscience n'est pas forcément que dans le cerveau. Merci. Les émotions sont essentielles et aujourd'hui on sait qu'on ne peut pas prendre de décision sans émotion. Donc Antonio Damasio, qui est neuroscientifique, a prouvé ça. Donc Descartes n'avait pas raison. Et en fait, même les gens qui se disent 100% rationnels, il y a forcément un moment d'émotion qui va déclencher la décision. J'ai fait une étude sur l'intuition dans la prise de décision. Donc même les gens qui se disent 100% rationnels, en fait, ils font appel à leurs émotions parce que c'est nos émotions qui nous permettent de prendre des décisions. Et la première émotion pour prendre une décision, c'est le désir. Le désir nous fait avancer, nous fait explorer, nous fait avancer. Mais les autres émotions dites négatives et qui ne sont pas négatives parce qu'elles sont tout simplement. Donc on a les émotions au centre, là en bleu, et autour, on a l'expression de l'émotion. Par exemple, la peur est une émotion qu'on a de façon instinctive. Hein, on la ressent dans le corps, au niveau du ventre. Hein, on sent on sent cette peur et on est en mode fuite. Alors la fuite, de façon corporelle, c'est je pars en courant. C'est le réflexe de fuite face au danger. Mais dans le bureau, la fuite, c'est je procrastine, je reporte des choses au lendemain, mais je n'en ai pas conscience. Donc, inutile de se culpabiliser. C'est pourquoi je ne fais pas cette tâche qui est sur mon to-do list. C'est je ne réponds pas aux mails ou en réunion, je n'exprime pas mon opinion parce que j'ai peur de quoi? Bah, du jugement de l'extérieur ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et dans la prise de décision, et ça, moi, je l'ai beaucoup fait en coaching individuel et avec moi-même, c'est très utile. Quand vous avez des peurs, c'est déjà d'aller en contact de cette peur, de prendre une feuille et de vous dire en toute honnêteté de quoi vous avez peur. Donc, j'ai un stage là-dessus sur réaliser ces projets. Quand on se lance dans un nouveau projet, ben, on a peur. Et c'est normal. Et heureusement qu'on a peur, parce que si on n'avait pas de peur, on ne serait plus sur cette planète. C'est la peur qui nous a protégés de la mort. Mais après, dans des processus de décision dans notre vie quotidienne, que ce soit professionnelle ou personnelle, cette peur nous indique quelque chose. Donc, si j'ai peur de me lancer dans un projet, ben, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur que ça me prenne trop de temps, j'ai peur de la réussite, parce que si ça marche, ça va me déséquilibrer dans ma vie personnelle.
j'ai peur que ça impacte sur mon couple, j'ai peur de ne pas avoir de clients, j'ai peur que ça ne se passe pas bien avec mes associés. Donc, posez toutes ces peurs sur le papier et en face, vous pourrez à ce moment-là construire un plan d'action en vous disant, OK, j'ai peur de ne pas avoir de clients, donc je dois cibler mon marché avec telle et telle et telle et telle stratégie. J'ai peur que ça se passe mal avec mes associés. OK, donc je vais clarifier ça avec mes associés avant qu'on démarre, parce que mes besoins, c'est ça, 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 ça. Donc, vous voyez, la peur va vous permettre de créer le cadre dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité émotionnelle. Et notre premier réflexe, c'est de repousser cette peur et donc de repousser au lendemain des prises de décision, hein, dans la procrastination. Alors que si vous l'accueillez dans la bienveillance en disant, OK, c'est normal que j'ai peur, même si on m'a dit qu'il fallait pas avoir peur, que j'étais programmé comme ça depuis tout petit ou toute petite, c'est une émotion. Donc, il n'y a pas de jugement. Par contre, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette peur? Vous savez, quand vous ne sentez pas quelque chose, c'est d'aller vraiment à l'écoute de cette information. Et pareil pour la détresse et la colère. La colère, c'est une émotion qu'on développe euh, quand on sent que nos besoins ne sont pas entendus. Donc, on a une réaction d'agression. L'agression est un mode de défense. Je me mets en colère contre quelqu'un qui ne respecte pas mes besoins ou qui ne me respecte pas tout court. Quand je conduis et que quelqu'un me coupe la route, je suis en colère parce qu'il n'a pas respecté le fait que j'étais là. Quand dans mon entreprise, mon patron va donner une partie de mes tâches à quelqu'un d'autre, ça va me mettre en colère parce que je n'ai pas ma place dans l'entreprise. Donc de la même manière que la peur, quand vous êtes en colère, dites-vous quel est ce besoin essentiel qui est le mien, qui n'est pas entendu. Et pareil, si vous faites cette démarche, ça va vous aider à prendre des décisions. Même dans votre vie personnelle, hein, vous êtes en colère parce que votre enfant ne vous écoute pas parce qu'il ne range pas sa chambre. Donc, allez écouter cette colère. Je suis en colère parce qu'il ne respecte pas ma demande. Et dites-vous, mais est-ce que moi j'ai respecté sa demande? Vous voyez, ça vous permet de prendre une vue du balcon, une vue de plus haut, pour regarder cette colère comme une source d'information, pour décider d'une attitude, d'un comportement. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire sous le coup de l'émotion parce qu'on est trop dedans et que chimiquement, notre cerveau, il produit énormément de neurotransmetteurs, d'adrénaline, de cortisol, de dopamine peut-être, parce qu'on peut prendre des mauvaises décisions par trop de désir aussi, hein. C'est les décisions dans l'euphorie. Ah, je suis emballé par cette voiture, paf, je signe le bon de commande, et après le lendemain, je dors plus, je fais une insomnie parce que j'ai pas la capacité d'honorer cette décision. Donc, il n'y a aucune émotion qui soit positive ou négative, c'est ce que vous en faites, c'est l'expression de l'émotion, et notamment dans la prise de décision. Donc, d'être assez authentique et honnête avec soi-même, après le moment émotionnel, quand ça se calme, dire, OK, j'ai vécu ça, quel est ce message que je n'ai pas entendu sur mes besoins, sur mes peurs, sur ma tristesse, sur ma détresse, et d'en prendre soin. Clairement, la détresse, c'est pareil. Quand on se sent seul, eh ben on est en détresse, on a envie de pleurer. Mais si on prend soin de cette détresse, dire mais quel est mon besoin, ben, j'ai peur d'être seul. Et puis, après, vous pouvez vous poser vous-même en disant bah non, tu n'es pas seul, déjà tu es avec toi-même. D'accord? Donc déjà de prendre soin de soi et de se dire bah, comment je pourrais prendre soin de cette détresse qui vient par exemple de la peur d'être seul, de la solitude. Qu'est-ce qui me donnerait envie d'être en interaction sociale? Qu'est-ce qui me permettrait d'apprécier le moment? Parce que vous savez, il y a des moments de solitude où on aime être seul. Qu'est-ce qui ferait que ce moment de solitude soit vécu comme un plaisir plutôt qu'un vide? Quel est ce manque
en moi que j'essaye de combler de l'extérieur. Et ça, vous pouvez le faire avec vous-même en toute honnêteté, sans avoir peur du regard extérieur, parce que vous le faites toute seule devant votre feuille. C'est important d'écrire parce que ça vous permet de poser les choses et ça va vous donner des idées pour prendre des décisions. Donc, prendre des bonnes décisions, c'est aussi d'aller écouter ces émotions qu'on a tendance à ne pas écouter, à rejeter, parce qu'en fait, elles veulent vous donner des éléments d'information pour vous permettre de prendre des bonnes décisions. Et quand on comprend ça, bah déjà, on efface la culpabilité d'avoir été en colère ou d'avoir eu peur, en acceptant bah, que c'est physiologique, que c'est normal et instinctif, automatique dans votre cerveau. C'est une réaction physiologique. Et puis d'aller comprendre. Mais si vous êtes dans le jugement, là, vous allez vous prendre la tête. Vous allez commencer à dire, à essayer de justifier, oui, mais ceci, oui, mais cela. C'est de prendre l'émotion, le ressenti dans le présent. Ok, après, il faut savoir que la colère est une... déjà, le désir et la peur sont des émotions dans le futur, parce qu'on anticipe. On a peur par rapport à un vécu. On a peur de revivre un certain vécu. On a un désir parce qu'on se projette dans quelque chose du futur. La colère et la détresse, c'est plutôt des émotions qui sont liées à des vécus du passé. Donc clairement, dans le présent, il n'y a pas d'émotion, hein. Ces émotions, elles sont déclenchées par rapport à des choses qui sont dans votre mémoire du passé ou mémoire du futur, dans votre projection. En neurosciences, on appelle ça la mémoire du futur. Mais votre mémoire du futur, elle est construite sur votre mémoire du passé. Donc si par exemple, je reprends l'exemple du parent qui est en colère contre son enfant qui ne range pas sa chambre et que son enfant ne l'écoute pas, dire oui, c'est toujours pareil, le mot toujours. C'est-à-dire on reproduit dans le futur ce qui s'est passé dans le passé. Et donc on ne peut pas permettre autre chose que ce qu'on connaît déjà. Donc si on veut vivre un autre futur, c'est déjà de changer sa relation, son émotion par rapport à à cet événement factuel. Par contre, si je suis dans une démarche, ok, tu n'as pas entendu mon besoin de ranger ta chambre, mais quel est ton besoin? Si vous êtes dans un dialogue, vous rétablissez une communication, à ce moment-là, vous pouvez essayer de comprendre quelles sont les motivations de cet enfant. Pour lui, bah, ce n'est pas nécessaire, ou bien il trouve que sa chambre est rangée. Et puis vous, vous pouvez peut-être accepter que c'est son territoire. Et là, vous pouvez trouver un compromis. Ok, c'est ta chambre, mais tu prends soin au moins de l'hygiène. Un minimum, c'est l'hygiène. Et par contre, c'est dans ton territoire, mais une fois par semaine, il faut que ça soit propre et bien rangé. Vous vous mettez d'accord, voilà, on discute et on trouve une décision en commun. Dans l'entreprise, c'est pareil. Par rapport à des colères de franchissement de territoire, de responsabilité, c'est de se mettre d'accord, moi, jusqu'où ma responsabilité va, et puis où la responsabilité de l'autre commence. Ou bien si vous êtes en colère parce que vous envoyez une offre et que le client ne répond jamais, ben c'est d'aller exprimer ce besoin d'avoir une réponse parce que vous êtes digne de recevoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative, pour pouvoir boucler un dossier qui est en cours d'étude chez le client. En fait, ça vous permet de vous reconnecter à votre besoin essentiel pour pouvoir le communiquer de façon plus calme. Parce qu'on sait très bien que si on communique ben, dans la colère, dans la détresse ou dans la peur, le message n'est pas reçu en face. Parce que l'autre va percevoir votre émotion, donc le contenant, mais il ne va pas percevoir le contenu qui est le message. Et on est beaucoup plus marqué par le contenant que par le contenu. Vous vous rappelez des gens qui sont en colère, mais vous savez plus ce qu'ils ont dit. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, de développer une vue du balcon pour vraiment laisser poser et pour que l'eau se clarifie de toutes ces particules qui flottent dans l'eau, pour être non seulement clair dans votre tête par rapport à vos besoins, pour ensuite pouvoir exprimer votre besoin à l'autre.
ou bien prendre des décisions. Donc, ce que je vous dis est valable pour prendre des décisions, mais aussi dans les relations interpersonnelles. Ça va? Alors, le processus de décision classique, bah, en fait, d'abord, il y a plusieurs phases, hein. Ça, c'est le processus rationnel. On reconnaît le problème, donc on le décrit, on définit des objectifs, on fait des scénarios dans sa tête, on génère des variantes, on les évalue en se projetant dans ces variantes, on décide et on met en place. Ça, c'est le processus de décision classique. Et on fait appel à notre mémoire et à nos différentes intelligences. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Ce que Antonio Damasio nous a démontré, c'est ça. Donc dans son livre Spinoza avait raison. En fait, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. On a une situation, on a deux schémas de décision, A et B. Le schéma A, c'est un peu ce que je viens de vous montrer sur le slide précédent. C'est qu'on va se projeter, on va avoir des stratégies de raisonnement, on va voir les différentes options offertes à la décision, on va se projeter on peut utiliser la technique des scénarios sur différents résultats futurs. Et puis, on va prendre une décision, mais on va passer par un biais émotionnel. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Quand on se projette dans un résultat futur, bah, si on l'a déjà vécu, on va se projeter dans la même émotion. Ah oui, ça a marché, non, ça n'a pas marché. Ou bien vous allez avoir des peurs qui vont vous bloquer, même si vous n'en avez pas conscience. Et puis, vous avez le schéma B, où là, paf, directement, on passe par la mémoire émotionnelle. C'est une décision très rapide. J'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Mais on s'en rend pas compte. Mais en fait, l'information, elle est traitée dans notre cerveau en quelques millisecondes, qui va faire appel à notre passé émotionnel pour évaluer une situation et avoir envie de. Je vous prends un exemple. Vous êtes au restaurant, vous avez un menu, vous devez décider de ce que vous allez dîner. Bah forcément, vous faites appel à votre passé émotionnel de ce que vous avez aimé, pas aimé. D'accord? Et bon, ça reflète assez bien ce qui se passe aussi dans nos prises de décision quotidiennes. Vous êtes en train de conduire, vous appréciez la situation pour savoir si des fois il faut freiner ou accélérer. Vous faites appel à votre expérience, à votre passé, et puis à votre émotion. Et puis l'émotion, rappelez-vous, les quatre flèches, c'est si j'ai envie, je vais de l'avant. Si j'ai peur, ou si je suis en colère, ou si je suis dans la détresse, je ne vais pas prendre les mêmes décisions. Donc, il n'y a pas de décision sans émotion. Même les gens qui vous disent ce ne sont que des décisions rationnelles, c'est faux. Ce qui va déclencher la décision, c'est l'émotion. Les vendeurs de voitures le savent très bien, parce qu'on va comparer le prix de la voiture, sa consommation, l'assurance, et puis ce qui va déclencher l'acte d'achat, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, bon, j'avais fait un webinaire sur le neuromarketing. On utilise beaucoup les connaissances des neurosciences aujourd'hui dans le marketing. Après, manipulation ou pas, ça c'est un autre sujet. Tout dépend de l'intention finale. Notre cerveau, donc je vous disais, a 99% d'action automatique parce qu'il est sans arrêt en train de faire des calculs, de comprendre, de reconnaître, d'entendre, de percevoir de façon inconsciente. Quand vous rentrez dans une pièce, votre cerveau, il a déjà complètement fait l'analyse de la situation, de l'énergie qu'il peut y avoir, est-ce que c'est tendu, pas tendu. Quand vous rentrez quelque part, vous savez comment est l'ambiance, quoi. Est-ce que vous sentez si c'est détendu, pas détendu. Donc on est sans arrêt en train de faire de traiter de l'information. Donc pour ça, on a 5 sens. Donc on a bien sûr le sens visuel qui est le plus utilisé, le sens auditif, mais aussi le goût, le toucher et l'odorat. Donc de reprendre conscience que nos capteurs sensoriels envoient de l'information à notre cerveau, c'est aussi reprendre la conscience de son corps et que cette information est envoyée au cerveau
Pourquoi? Pour prendre une décision. Et donc, de là, on a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors oui, je sais, c'est tout petit, on n'arrive pas à lire, et c'est pas pour lire, hein, c'est le codex des biais cognitifs. Alors pareil, le mot biais est assez péjoratif, mais en fait, on a besoin de ces biais pour reconnaître des situations. Imaginez si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous devriez vous rappeler de façon consciente qui c'est, son visage, son nom, etc., le cerveau, il serait mort en fin de journée. Si à chaque fois, il faut réfléchir comment on écrit, de reprendre le stylo, dire, bon, je dois prendre mon stylo. Heureusement, on apprend quelque chose de nouveau avec nos néocortex. On apprend à conduire, on apprend à écrire, on apprend une langue. Une fois que c'est mémorisé, paf, ça passe en automatique. C'est le principe de classement que je vous ai montré tout à l'heure. C'est que j'ai éduqué mon cerveau à certains codes numériques et du coup, je classe presque sans réfléchir. Donc, ça économise de l'énergie de réflexion, de prise de décision. Ces biais cognitifs, ils sont là. Il faut savoir qu'ils sont là. On va faire confiance à un expert. Par exemple, ce que je vous raconte, ben, vous avez confiance en moi parce que vous m'avez déjà entendu, donc vous avez une certaine histoire entre nous, mais vous savez aussi que j'ai suivi des études. Donc ça, voilà, quand on écoute un expert, on a plus confiance que si on écoute un non-expert. C'est pour ça d'ailleurs dans les médias et dans les journaux, on va faire venir des experts en la matière sur certains sujets. C'est pour crédibiliser. On va, euh, on va attirer des détails qui vont valider nos propres croyances. On va plutôt aller vers ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est normal, parce que notre cerveau, il a besoin d'économiser l'énergie. Par contre, quand on a une prise de décision qui est assez compliquée, il faut avoir du discernement. Du discernement, c'est dire, je vais prendre conscience de ces biais-là. Est-ce que je ne prends pas une décision trop rapidement? Est-ce que j'ai vraiment analysé tous les côtés d'une décision? Est-ce que j'ai pris assez d'informations pour valider ma décision finale? Donc les biais, ils sont là, ils sont normaux, ils sont physiologiques, automatiques. Mais par contre, en avoir conscience, pardon, et confiance aussi, c'est de savoir que ces biais-là, ils existent. Et donc, de dire, bon, attention, je fais attention de ne pas tomber dans quelque chose, une décision trop rapide, par exemple. On a besoin d'agir vite, donc il y a 4 types de biais. Donc, vous voyez là, le besoin d'agir vite. Donc, on va plutôt aller valider des choses qu'on connaît déjà pour prendre des décisions rapides. On va aussi avoir le biais de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va plutôt renforcer des choses qu'on connaît déjà. On a le biais de trop d'informations. Donc, quand vous avez beaucoup trop d'informations, il y a aussi, vous allez remarquer ce qui va être différent. Par exemple, si vous devez, je ne sais pas moi, choisir un ordinateur, il y a énormément d'informations aujourd'hui pour choisir un ordinateur. Donc, vous allez avoir vos critères de prix, de disque dur, etc. Mais vous allez aussi voir qu'est-ce qui fait la différence, en fait. Pour choisir, vous allez voir la différence entre deux ordinateurs. Et puis, on a besoin de donner du sens. Donc ça, ce sont des familles de biais, donc il faut en avoir conscience. Et à partir de là, bah, ça, j'aime bien ce schéma parce qu'il représente bien les différents types de prise de décision. Bon, là, on a beaucoup d'informations, hein, donc notre connaissance permet de mettre des liens entre ces différentes connaissances. L'expérience ne fait sélectionner que certains liens. On va sélectionner. Et puis l'intuition, paf, on a la prise de décision intuitive sans aucune logique apparente. Mais vous voyez bien que derrière, il y a un flou artistique sur l'expérience. Parce qu'on a deux types d'intuition dans la prise de décision. On a l'intuition pure, c'est ce matin, je ne sens pas de prendre ma voiture. Mais on a aussi l'intuition d'expert. C'est pour ça que l'expérience et les rides sont utiles. C'est ce qui vous permet d'avoir votre expertise. C'est l'art du peintre hein, qui maîtrise son métier, enfin son art, mais c'est aussi l'expertise du pilote d'avion. Hein. C'est le film Sully, si vous l'avez vu, c'est
de pouvoir tellement maîtriser son art, maîtriser ses procédures, que son cerveau fait appel à quelque chose de connu, mais en quelques millisecondes, qui va lui faire prendre la bonne décision. En l'occurrence, c'était d'atterrir sur l'Hudson et de ne pas écouter la demande d'aller atterrir sur un autre aéroport qui était proche, mais trop loin par rapport au risque. C'est l'intuition du pompier qui sent qu'il va y avoir une explosion et paf, il fait sortir son équipe et la maison explose, parce qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc on a ces deux types d'intuition qui jouent énormément dans notre prise de décision. Et tout ça, on fait appel à notre mémoire, et notamment notre mémoire émotionnelle. Vous savez, quand vous dites ça, je le sens, ça, je ne le sens pas, c'est votre mémoire émotionnelle. Donc de ne pas l'écarter, surtout pas l'écarter, mais d'être vraiment cerveau total, c'est-à-dire cerveau rationnel et cerveau intuitif, d'écouter les deux. Et donc, ça vous parle déjà? Vous avez des questions parce que je parle, je parle. Alors après, pour valider, est-ce que c'est la bonne décision? C'est difficile parce que l'avenir vous le dira. Déjà, ayez confiance en vous disant, quelle que soit la décision, ça sera la bonne. Parce que même si ce n'est pas la bonne, elle va me donner des informations. Alors bien sûr, en fonction du type de décision, c'est plus ou moins important. Parce qu'entre acheter une maison et acheter une voiture, on ne prend pas les mêmes risques. Il y a une notion de risque. On peut prendre l'exemple d'aujourd'hui, hein, d'obliger tout le monde à à mettre un masque. C'est de prendre zéro risque en disant bah, on protège tout le monde, mais il n'y a aucun discernement par rapport au niveau de risque. Après, il y a des biais cognitifs, il y a des gros biais. Il y a des biais politiques, des biais d'influence, enfin, voilà. Euh, Par contre, pour sentir et ressentir est-ce que c'est la bonne décision, là, je vous invite à effectivement avoir d'abord un mode rationnel, de prendre conscience de vos émotions, d'analyser vos émotions pour vous aider à comprendre quelles sont vos motivations internes, et puis ensuite fermer les yeux et dire comment je le sens dans mon corps. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Ou est-ce que cette décision me pèse? Vous savez, des fois, vous dites, bon, je vais prendre un exemple professionnel. Moi, il m'arrive je réponds à beaucoup d'appels d'offres. Travailler sur un appel d'offres, ça demande plusieurs jours de travail, des heures que vous n'allez pas mettre sur autre chose. Et puis, des fois, on le sent, des fois, on le sent pas. Des fois, on le fait, mais on sait qu'on va pas gagner. Alors déjà, ça, c'est pas bon, parce qu'on part perdant. Donc déjà là, c'est même pas la peine de le faire. Si vous pensez répondre à une demande, mais que vous savez d'avance que vous n'allez pas gagner, utilisez votre temps à autre chose. Utilisez votre temps et votre énergie à autre chose. Après, voilà, il y a des choses, quand on se projette, on prend une décision, on se projette dans le scénario du futur, si ça vous met en joie et ça vous donne envie d'avancer, donc on est sur la flèche du haut, là, c'est le désir, vous êtes dans le flow, c'est que c'est bon, ça résonne, ça vibre, c'est une bonne fréquence, c'est une bonne vibration. Mais si vous prenez des décisions contre votre gré pour faire plaisir, pour vous adapter à une demande de l'autre, mais que vous ne vous sentez pas en accord, euh, ne le faites pas. Alors vous allez me dire, des fois on est obligé, parce que des fois on est obligé d'obéir à certaines directives de nos managers. Vous pouvez tout à fait exprimer le fait que vous allez de l'avant parce qu'il l'a demandé, mais d'exprimer que vous ne le sentez pas. Moi, ça m'est arrivé. Je veux dire à mes patrons, j'aurais dit, bon, je le fais parce que vous m'avez demandé de le faire, mais je ne le sens pas. Et bien, il est arrivé qu'un de mes patrons me dit, écoute, si tu ne le sens pas, on ne le fait pas. Parce qu'on a tendance à garder tout ça dans la tête parce qu'on a peur du jugement externe, alors que, en fait, de plus en plus, ben, les gens prennent conscience de ces schémas-là de décision, hein, qui soient rationnelles, intuitives, avec les nouvelles connaissances des neurosciences. Quand vous ne sentez pas quelque chose, c'est dans votre responsabilité d'individu de le dire. Si vous faites quelque chose que vous ne sentez pas et qu'après ça ne marche pas et vous dites ouais, je ne l'avais pas senti, je ne voulais pas vous le dire, non, c'est aussi être responsable de ses propres pensées. Parce que vous pouvez prendre des décisions
qui vous pèsent, sur lesquels vous n'êtes pas aligné, mais en conscience. C'est-à-dire, je prends ces décisions, je sais pas, je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais je le prends en conscience. Donc j'en assume les conséquences, en responsabilité. Pourquoi? Pour passer d'un rôle de responsable à victime. Après, oui, il y a des schémas, on est toujours victime de la faute des autres, quoi. C'est la faute d'un tel, c'est la faute du Covid, c'est la faute de la pluie, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de l'équipe. Voilà, on n'est pas en responsabilité. Si votre envie, votre intention est d'être en responsabilité, et je dis pas culpabilité, hein, responsabilité, on sent tout de suite que c'est lourd sur les épaules, mais la responsabilité, c'est que je vais aller prendre contact avec ce que j'ai vraiment envie et me donner les moyens de le réaliser. Vous savez, quand vous avez, je sais pas moi, un très gros projet professionnel, mais vous dites, oh là là, ça va être trop lourd, je vais devoir gérer une équipe, un staff, et vous l'avez tous vécu quoi, dans votre vie professionnelle, personnelle, combien de fois on n'a pas écouté ce qu'on ressentait? Et on s'en veut après. On se dit, bah, c'est pas grave. Et puis après, on se retrouve dans une situation de colère parce qu'on se met en mode de suradaptation à un besoin externe. Et après, on s'en veut. On pense en vouloir à l'autre, on est en colère contre l'autre, mais en fait, on est en colère contre soi-même parce qu'au fond de nous, on sait. Et on fait porter la responsabilité à l'autre pour se déculpabiliser, en fait. Donc, ce schéma aussi, je l'aime beaucoup, c'est vraiment écouter votre cœur. Alors le cœur, organe a des neurones, mais le cœur, centre énergétique, hein, c'est de dire de fermer vos yeux, de mettre votre mental, avec toute sa connaissance, au service du cœur et pas l'inverse. C'est qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est mon intention? Alors je ne parle pas de caprice ou d'ego, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne envie d'aller de l'avant? Parce que quand il y a des grandes décisions, si on n'écoute pas son cœur à un moment ou à un autre, si on force trop, alors ça peut prendre en fonction de la décision, quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années, mais à un moment ou à un autre, ça craque. Là, c'est là où la méditation aide, hein, d'aller en contact avec son intérieur, c'est d'apprendre à communiquer à l'intérieur de soi, d'aller contacter vraiment son intention véritable, son envie véritable, beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de ce qu'on ressent, mais on est très fort à se mentir soi-même. Et j'en sais quelque chose parce qu'en plus je suis dans le métier, donc je suis encore plus forte à me trouver, à me fourvoyer moi-même sur mes intentions véritables. Oui, 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 j'ai fait ça parce que ça me mettait en joie, j'avais envie, mais c'était peut-être la peur de la solitude ou la peur euh, de pas réussir. Enfin voilà, mais on est très très fort à se mentir soi-même. Le premier mensonge, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. C'est-à-dire quand on veut vraiment, on trouve le temps de faire les choses, mais on le dit en toute sincérité qu'on n'a pas le temps. Mais c'est qu'au fond de soi, on n'a pas vraiment envie. L'envie, elle n'est pas assez forte. Et puis l'argent, quand vous voyez qu'il y a des projets qui percent où des gens ont trouvé de l'argent, ils ont réussi à acheter une maison parce qu'ils ont réussi à ramasser de l'argent autour d'eux. Ça veut dire quand les gens, ils veulent vraiment quelque chose, ils se trouvent les moyens de le faire. Donc derrière le temps et l'argent, c'est d'aller vraiment toucher à l'intérieur de soi, qu'est-ce que vraiment me met en joie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Après, vous n'êtes pas obligé de partager ça avec les autres. C'est vous, avec vous-même, et vous êtes en conscience de ce qui vous motive vraiment. Bon, l'intuition, j'en avais parlé la dernière fois,
Ça, c'est la fameuse décision de Sully qui a décidé de ne pas atterrir dans l'aéroport à côté. Et puis voilà, c'est pour la mise en pratique, déjà se poser la vraie bonne question. Quelle est la question sur laquelle vous avez du mal à prendre une décision? Qu'est-ce que vous dit votre tête? Parce qu'il ne faut pas ignorer la tête, hein. Les gens qui disent poser le mental et tout, c'est complètement faux. On a une capacité, on a une mémoire, on a un vécu, on a des connaissances analytiques, logiques, mathématiques qui sont, et puis notre expérience qui sont essentielles. Il faut pas, par contre, que le mental ne dirige pas votre cœur. C'est mettre le mental au service de votre cœur. Après, qu'est-ce que vous dit votre cœur? C'est quoi votre désir profond? Qu'est-ce qui vous met en joie? Typiquement, sur un projet, bon, c'est ce que je vais faire ce week-end, là, samedi, hein, c'est d'aller reconnecter sa joie à l'intérieur de soi. Dites-vous, qu'est-ce qui vous mettait en joie quand vous étiez enfant? Ou si tout était possible, si vous aviez une baguette magique là, si moi j'étais Aladdin, je suis la lampe d'Aladin, je réalise tous vos rêves, qu'est-ce que vous feriez? Bon, ça, je le fais beaucoup en coaching individuel. Faites-le avec vous-même. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais que je ne m'autorise pas à faire aujourd'hui? Et typiquement, on va trouver des prétextes à l'extérieur de soi. Ah ben j'ai des enfants, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent, ou il y a le Covid, ou ceci ou cela. Mais en fait, non, c'est vous, au fond de vous, qui avez des émotions qui vous bloquent, de peur, de colère, de détresse. Allez les écouter. Que ressentez-vous comme émotion? À quelle mémoire cela fait écho? Vous pouvez dessiner les deux choix possibles. Ça peut aider d'utiliser sa créativité, de vraiment dessiner. Et qu'est-ce qui vous met dans l'énergie? Et quand vous posez ça sur le papier, vous allez voir, c'est hyper, ça vous permet vraiment de poser les particules pour avoir de l'eau claire. Et vous allez voir que vous aurez plus de clarté pour prendre des décisions. Et demandez, alors votre enfant intérieur, c'est pas forcément vous petit, mais c'est cette part de vous qui est légère, créative, qui a envie de légèreté, de joie. Qu'est-ce qui la met en joie? Le seul guide, c'est vous. Bien sûr, vous avez autour de vous des gens qui vont vous aider à prendre des informations, des gens qui vont vous guider, comme je suis en train de faire avec vous, mais la seule personne qui sait vraiment, c'est vous. Et le connais-toi toi-même, c'est ça, c'est d'aller au contact de sa part véritable à l'intérieur de soi pour prendre les décisions qui sont bonnes pour nous. Bon, après, ça, c'était un slide que j'avais présenté en mai sur l'intuition, comment développer son intuition. En résumé, testez-vous. Quand vous avez des intuitions, notez-les dans un carnet et l'avenir vous le dira. Et entraînez cette écoute intuitive. Alors, il y a deux niveaux d'écoute. Il y a le niveau d'écoute instinctive qui est dans le corps. Si vous avez l'estomac noué, si vous avez les boules, si vous avez la tête lourde, mal au crâne, ça c'est de l'instinct. Et puis vous avez l'intuitif, c'est la pensée qui vient d'on ne sait où. La meilleure façon pour tester et développer son intuition, c'est l'entraînement. Et pour ça, prenez un petit carnet, notez et vérifiez. Sur des petites choses simples, hein. Moi, je me teste, vous me connaissez, moi, je me teste beaucoup sur la place de parking pour trouver une place. Bon, après, c'est pas que de l'intuition, c'est aussi de l'intention et de l'attraction. Mais testez-vous sur des petites choses. Vous conduisez, vous dites, tiens, il y a quelqu'un qui va arriver dans le virage. Ah, j'ai eu l'intuition. Moi, j'ai eu une très forte intuition en janvier, parce qu'en Jamaïque, je leur ai dit, écoutez, le voyage, c'est trop compliqué. On va développer le coaching à distance via Zoom. Quand le Covid est arrivé, mon client m'a dit, mais tu es très intuitive. Donc,
Ouais, des fois, on prend des décisions, on ne sait pas pourquoi, et c'est le futur qui nous dit, bah tiens, j'ai bien fait de ne pas prendre cette décision. Voilà, donc de vraiment rentrer en connexion avec soi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quelle heure est-il? Eh ben, il est 8 heures. Donc, on est en fin de webinaire, mais je peux prendre quelques minutes pour une interaction et écouter vos questions, vos réactions, vos partages si vous en avez.